le top 5 news Fabcon. En tout cas, celle que Raled a souhaité nous partager aujourd'hui. C'était Tout à plutôt fait. ça le postulat. C'est-à-dire, moi je vous le disais, ça me manque si j'ai pas un peu de data, vous le savez, hein, dans une thématique. Et c'est pas parce qu'on vient d'avoir un gros lot de nouveautés. Donc, on vous encourage à revoir d'ailleurs l'épisode spécial Fabcon qu'on a tourné avec Nicolas et Bruno il y a de ça un mois. Mais il se passe toujours des choses chez Fabric. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, Ces petites news, du j'ai fait une petite croustillant, sélection. du donc, confort peut-être. ouais. Qu'est-ce que tu as retenu sur le dernier Je vais mois? commencer par une nouveauté, on va dire, qui m'a fait sourire. Donc, SQL. non. Il a dit qu'il m'a fait sourire, pas qu'il m'a fait avoir un gros fou rire. Ok. C'est le téléchargement côté Lakehouse. Donc, on a un bouton qui nous permet de télécharger nos fichiers. Avant, en fait, il fallait passer par des manips assez, on va dire, complexes. Soit on installait le OneLake Explorer sur notre PC, c'est un peu comme le OneDrive. Et on parcourait nos fichiers, on pouvait les télécharger, les manipuler, tout ça. Donc, pour le rappeler juste, le Lakehouse, c'est la nouvelle vision de l'entreposage de données. On compare ça aujourd'hui au classique entrepôt de données. C'est un endroit où tu viens stocker plusieurs états de ta donnée. On parle aujourd'hui de bronze, silver, gold. Et notamment, ça veut dire que quand tu es dans Fabric, tu as pris une donnée brute, tu as eu des étapes de transfo. Donc forcément, à un moment, il y a une version de fichier qui va t'intéresser, qui est peut-être ta donnée raffinée client, et qui est entreposée dans cette plateforme que tu pourrais avoir besoin de télécharger, c'est ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un Lakehouse Fabric, on a la possibilité donc, de stocker des données structurées, non structurées, donc des fichiers CSV, des fichiers JSON, tout ça, et des tables Delta. Donc aujourd'hui, si on veut par exemple parcourir les fichiers qu'on a sur notre Lakehouse, on peut directement via l'interface voir qu'est-ce qu'on a déjà. On peut charger des fichiers dans le Lakehouse, mais on ne peut pas les télécharger. D'accord, ok. On peut les télécharger en passant par le OneLake Explorer, sauf qu'il y a une particularité, c'est que quand on est en multi-tenant, c'est-à-dire qu'on est invité sur un tenant qui n'est pas le nôtre, le OneLake Explorer n'est pas utilisable. Donc, comment on fait? Donc là, ça nourrissait un peu de frustration, j'imagine. Exactement. On le sent. Et on te dit, regarde cette belle bibliothèque, tu peux les regarder de loin, par contre, pas le droit d'y toucher. Alors, on pouvait tout de même visualiser les données qui étaient dans les fichiers. Donc, CSV, on a le texte, tout ça. Et copier ça, le mettre dans un fichier CSV, renommer de la même façon. Donc, en fait, il y a tout un travail... on va dire de préparation de données après la préparation que tu as déjà fait. C'est ça, en fait. Donc ça veut dire que si quelqu'un d'autre a travaillé avec toi, qu'il a déposé les fichiers, mais qui n'a pas partagé les fichiers, on ne peut pas récupérer assez facilement. Sauf qu'il y a le OneLake Explorer jusque-là, quoi. Tout à fait. Donc là, petite nouvelle, apparition du bouton télécharger. Que je trouve, ça fait du bien, mais il aurait dû être là depuis un bon moment, je pense. Alors, tu sais, Raled, nous, on est fans de ces petites news. On parle souvent des grosses roadmaps annonces produits, et pourtant, dans le quotidien, c'est la petite news qui fait la différence. Le bouton télécharger, après l'arrivée des... C'était Nicolas qui nous avait vanté l'arrivée des dossiers dans Fabric pour ranger, ou dans Power BI, dans Benjamin, il y a quelques temps. Je crois. Ouais, dans les workspaces, etc. Ouais. Voilà. L'arrivée du bouton télécharger dans Fabric, c'est disponible en octobre 2025. C'est ça. Énorme news. Je passe à la news suivante. Donc, vous savez tous que dans Fabric, on a la possibilité de faire des shortcuts, donc des raccourcis de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on est sur un Lakehouse, on veut partager un autre Lakehouse sans copier les données. On peut facilement faire un raccourci d'un Lakehouse vers un autre. Donc on va sélectionner les données qu'on veut partager et sélectionner la destination vers qui on veut partager la donnée. Et donc tu virtualises finalement l'accès à la donnée sans la déplacer. Tout à fait. Possible notamment avec d'autres environnements externes. Type Amazon, type GCP. Tout à fait. Et ou type écosystème Dynamics Dataverse. On peut aller prendre un shortcut pour voir la donnée dans Fabric sans la déplacer. C'est assez fort. Et la nouveauté, c'est les transformations shortcuts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on a un fichier CSV, on va pouvoir créer un shortcut et faire des transformations sans passer par des pipelines, sans passer par des notebooks Spark. C'est assez facile. Quand tu dis sans passer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu crées ton shortcut, au moment de la création du shortcut, on va propose des étapes de transfo. Exactement.
Et donc, cette fonctionnalité existait donc sur les fichiers CSV, mais la nouveauté, c'est la prise en charge des fichiers JSON et Parquet. Sachant que bientôt, il y aura d'autres types de fichiers qui seront aussi pris en charge, notamment les fichiers Excel, par exemple. Et est-ce que finalement, ça concurrence pas un peu le Dataflow ou finalement, peu importe si ça concurrence ou pas, c'est un gain de temps? En fait, c'est ça. Je pense que c'est surtout un gain de temps et c'est surtout pour les personnes qui veulent visualiser assez rapidement leurs données sans passer par des étapes assez fastidieuses où on se dit bah, pourquoi je vais me prendre la tête à développer un pipeline ou autre, si au final c'est juste quelques petites transformations que je souhaite avoir. Et puis voilà. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, si à la volée, tu as besoin juste de faire une mini transfo, ça va pas le coup de créer un objet dédié qui est le pipeline et de le maintenir Après, justement, la question qui peut se poser aussi, c'est justement avoir plusieurs façons de transformer nos données. Est-ce que ça aussi, ça ne va pas, on va dire, flouter un petit peu l'utilisation? C'est-à-dire que derrière, on va se retrouver avec plusieurs objets de transformation et difficilement gérables. Dans le sens où qu'est-ce que je dois maintenir, comment maintenir? Si demain, il y a une nouvelle personne qui va venir travailler sur certains projets et qu'il en a des transformations à droite à gauche. Et ça, c'est un vrai débat parce que je l'ai eu la semaine dernière, tu vois, avec des personnes qui sont en train de se convaincre que Fabric répond enfin aux exigences du marché à l'échelle et tout, mais qui viennent pas du monde Microsoft. Ils sont plutôt au monde qu'on appelle best of breed, un peu le meilleur des technos du marché. Et tu crées les plateformes modernes. Donc voilà, c'est une alternative à une vision full stack Microsoft. Bah, aujourd'hui, ils te disent bah, c'est un peu perturbant parce que dans Fabric, on voit bien que tu peux tout faire, c'est cool. Et si tu peux faire la transfo avec des notebooks, avec du Dataflow, maintenant avec des shortcuts, tu peux. Par contre, c'est un peu perturbant pour les clients parce que du coup, tu peux tout faire, mais tu sais pas si tu fais les bons choix et tu sais pas c'est quoi le meilleur choix. Et en fait, plus tu multiplies les options, plus tu perds aussi certaines convictions. Et imaginons qu'aujourd'hui, par exemple, on a un développeur qui sait très bien travailler sur du Spark. Demain, on a une autre personne qui a dit moi, je connais pas Spark, j'ai envie de faire avec Dataflow. Mais du coup, elle peut, en vrai. Elle peut, mais en fait, ça va complexifier l'architecture. Exactement. Donc, je pense qu'il faut, avant de commencer n'importe quel projet, il faut bien structurer, bien voir qu'est-ce qu'il faut faire avant. C'est ça, c'est qu'en fait... Et rester dans ce qui a été défini. Oui, tu peux finalement assumer que sur Fabric, au sein du groupe et de l'entreprise, on fait le choix pour la transformation de données d'utiliser les notebooks ou d'utiliser les Dataflow et de le fixer un peu comme un pattern. Deadline. Et ça évitera le côté de finalement j'ai 1000 moyens de le faire et je sais plus trop quel est le meilleur. Quoi. Et des fois tu connais pas les contraintes parce que tu vois, tu as des sujets de coût, de perf sur les Dataflow. On avait évoqué à la FabCon qu'il y avait eu de l'amélioration, des choses comme ça. Et ça, quand un développeur prend de zéro Fabric, il n'a pas forcément toutes les infos de pourquoi à un moment le shortcut, tu peux avoir des sujets de performance. Enfin, tu peux pas à outrance, j'imagine, faire toutes tes transfos avec le shortcut. Tu vas peut-être être limité aussi. Oui, et cette grille de lecture, si tu l'as pas, ça peut rendre ça peut amener des erreurs en tout cas. Tout à fait. Je passe à la news suivante. Donc Workspace Identity, c'est une nouveauté qui a été intégrée au niveau des Workspace. Ça nous permet en fait de créer une identité Workspace et pouvoir interagir en fait avec les ressources Azure directement sans passer donc par la création d'un SPN, donc un service principal, avec toute la gestion des credentials, tout ça. Donc en fait, on a une manière de pouvoir connecter les éléments Azure avec Fabric assez facilement. Et directement en fait sans moyen détourné, c'est ça? Sans moyen détourné, sans gérer, du coup, comme j'ai dit, créer des comptes de service, tout ça. Donc là, on crée notre credential directement via le Workspace, notre identité via le Workspace. Et donc, comme une clé d'API, finalement, on va pouvoir appeler le Workspace depuis un autre service Azure sans simuler une connexion via une identité dédiée. Quoi. Par exemple, une connexion entre un compte de stockage ADLS Fabric, on peut faire ça assez rapidement. Ou bien, par exemple, si on veut faire du mirroring, le mirroring, ça permet en fait de répliquer les données d'une base de données, par exemple, dans Fabric. Et on peut utiliser le Workspace Identity et derrière,
On a une sécurité renforcée parce qu'on n'a pas la gestion des crédentiels. On a une connexion fluide des ressources, donc Azure. Et on a une gouvernance simplifiée parce que du coup, la gestion se fait automatiquement avec Fabric. Concerne le cycle de vie de cette identity-là. Si demain on supprime, on va dire notre workspace, cette identity-là est supprimée. Tu n'avais accès qu'au workspace, pas à tout Fabric. Exactement. Donc ça permet de simplifier. Donc, et du coup, j'ai partagé. C'est en preview ça ou tu sais enfin c'est quoi, c'est une notion de preview? Bah non, sur les features Fabric. C'est pas en preview cette fonctionnalité-là. Donc okay. Elle est disponible quoi. Elle est disponible. J'ai partagé aussi un lien qui explique dans une vidéo qui a été faite par comment ça s'appelle, Tales from the Field. Voilà, et qui nous explique un petit peu comment en fait on peut utiliser ce workspace identity pour pouvoir faire du mirroring à partir d'une base de données Azure SQL. Donc c'est assez simple en fait. Une fois qu'on a créé, c'est juste un petit clic qui va nous générer l'identity. On va venir aussi dans la base de données SQL, rajouter les droits de ce workspace-là. Et ensuite, on a une option. Donc Antoine, tu nous partageras le lien, je pense, soit dans la description, soit dans les commentaires. Donc si on passe à la capture suivante. Voilà. Donc ici, on peut voir qu'on maintenant on peut sélectionner Workspace Identity au moment où on veut faire du mirroring. Donc avant, on avait service principal et organisationnel account. Maintenant, on a Workspace Identity. Donc plus gestion de clés de sécurité. Belle avancée du coup d'un point de vue gouvernance et sécurité. Voilà. Globalement. Simplification avec les Workspace Identity. Quatrième news. Voilà, update. C'est le support du RLS et CLS par Spark. Alors, qu'est-ce que c'est que le RLS CLS, c'est le Row Level Security et Column Level Security. Ça permet d'avoir une sécurité au niveau des lignes de données ou bien des colonnes. Le fameux, j'ai un groupe, le manager voit tout, mais telle personne ne verra jamais cette colonne, je le bloque au niveau de la colonne. C'est ça. Aujourd'hui, on a un support, ça a été intégré au niveau Spark. Ça a été intégré déjà au niveau du OneLake Security. Donc, dans OneLake Security, on a la possibilité donc, de créer nos CLS et RLS. Et maintenant, quand on va utiliser nos notebooks Spark, petit rappel, Spark, c'est un moteur de transformation de données distribuées qui permet en fait de gérer des volumétries de données assez importantes. Et aujourd'hui, quand on va utiliser Spark, par défaut, donc, on avait accès à toutes les données. Maintenant, une fois qu'on a mis les règles de RLS et CLS, Spark ne va plus avoir accès directement à la donnée. Et du coup, on va avoir un environnement qui va venir sécuriser. Parce qu'avant, il se faisait quoi? Tu avais accès à tout? Tu avais accès à tout. Donc en fait, tu avais une règle qui disait personne n'a le droit de voir cette colonne. Par contre, tu prenais Spark, tu voyais tout. Alors, avant comment ça fonctionnait, c'est que on avait le RLS et CLS côté endpoint SQL. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui requêtait ne pouvait pas le voir. Quelqu'un qui requêtait, qui avait juste les droits en lecture sur un workspace, donc il avait accès au endpoint SQL, et donc on pouvait appliquer ces règles de sécurité au niveau des données. Maintenant, avec l'intégration de OneLake Security, on a intégré donc le RLS et CLS, sauf que si on utilisait Spark, on avait accès aux données. Okay. Donc ils ont rajouté une surcouche qui permettait maintenant de bloquer en fait l'accès direct aux données et de passer par un environnement sécurisé, intermédiaire. Donc c'est intéressant, notamment sur des sujets des RGPD, finalement, de limiter l'accès que aux personnes qui doivent voir. Donc côté finalement équipe IT, data engineering, etc. Il y a quand même des sujets de confidentialité qui se jouent à un moment quand tu manipules de la donnée. Et du coup, ça vient t'amener cette couche pour que même un data engineer qui va travailler dessus ne les voit pas, quoi. C'est ça. Donc voilà, une fonctionnalité. Mais tu pourras quand même les manipuler. Oui, on peut manipuler les données. C'est-à-dire que tu peux manipuler la colonne, mais tu ne vois pas ce qu'il y a dedans. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est intéressant. Imagine finalement des infos confidentielles sur une société, etc. Bah, toi, tu es data engineer. Tu dois faire les transfos.
parce qu'on te le demande et ton but c'est de faire ton reporting, c'est ça? C'est ça. Et à la fin, tu vas pouvoir dire j'applique tel transfo, mais tu verras jamais le montant exact qui est dedans. Finalement, ta colonne sera masquée. C'est un peu le sujet du début d'année où en France, tu as une certaine. Tu as les tranches de salaire qui sont obligées d'être publiques à partir de 2026 en France, mais pas les salaires en eux-mêmes. Donc typiquement, c'est un use case où le développeur va pouvoir mettre la transfo, les calculs pour créer ces grilles de tranches de salaire, parce que par poste, tu dois avoir les tranches. Enfin, je ne sais plus le détail exact, je ne pense pas le sujet RH ici, mais c'est une idée comme ça. Mais par contre, tu n'as pas le salaire de chaque individu. Et donc typiquement, là, tu vas pouvoir préparer tes transpos, préparer tes rapports, sans avoir accès à la donnée unitairement. Donc c'est un vrai use case qui va concerner la France l'année prochaine, en fait. Donc une belle information, ça, dans le sens du respect de la protection de la donnée. C'est ça. Dernière nouveauté que j'ai sélectionnée, donc, c'est l'intégration de Fabric Data Warehouse directement dans SSMS 22. Donc, alors, SSMS, c'est pas le truc pour envoyer des petits messages par mobile. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, Raled? Alors, SSMS, c'est SQL Server Management Studio. Studio, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est l'outil qui est utilisé souvent avec les bases de données SQL. Donc, c'est un outil Microsoft. Et c'est un client qu'on peut installer sur notre PC et pouvoir manipuler les bases de données à distance. Qui est ce type d'outil, finalement, qui perpétue des habitudes. Quand tu as travaillé pendant des années dans le monde SQL, tu es habitué à ce type d'accès, finalement, client. Et aujourd'hui, Microsoft permet toujours de maintenir, pour les personnes qui aiment travailler depuis SSMS, finalement, pouvoir des fois juste accéder à l'entrepôt, c'est ça que tu dis, au Data Warehouse, depuis SSMS. Mais le problème, c'est qu'avec des nouvelles technos, des fois, tu perds ce côté usage et accessibilité. Et donc, il y a une intégration de Fabric Data Warehouse directement dans SSMS 22 avec toutes les fonctionnalités que proposait déjà SSMS avec les bases de données SQL. Donc, et on a la possibilité de regrouper nos tables, nos vues, tout ça par schema. On a la possibilité de voir les snapshots qu'on a créés au niveau des warehouses. On a la possibilité d'utiliser des fonctionnalités poussées comme par exemple le plan d'exécution pour voir nos requêtes, tout ça, comment elles tournent. Donc c'est assez sympa, ça n'existait pas avant. Et c'est intéressant notamment pour les entreprises qui ont de l'hybride, qui maintiennent beaucoup d'entrepôts en on-prem, qui vont avoir un moment du Fabric, pour la personne qui est administratrice, de voir aussi l'ensemble finalement de ces entrepôts sur une même interface, que une Fabric ne va pas permettre de faire. Finalement, à l'inverse, pardon, pour le micro. Tu nous aurais tout fait. Exactement, je suis fatigué. Je vous l'avais dit en démarrant. Et si je peux rajouter, donc, en fait, il y a d'autres fonctionnalités qui vont débarquer aussi. Donc, par exemple, la découverte automatique des warehouses. Donc, on va pouvoir peut-être sélectionner un workspace et scanner les warehouses. On va pouvoir aussi, si on veut créer ou supprimer des warehouses directement depuis SSMS. Okay. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, il y a d'autres fonctionnalités qui viendront se rajouter par la suite. Donc, si on fait un petit récap de ces 5 news, donc au final, ça fait pas mal. Hein. C'est encore une fois, on avance dans finalement la complétude de Microsoft Fabric à l'échelle pour les entreprises. Donc, intégration des data warehouse dans SSMS. Là, c'est le moment où je fais travailler ma mémoire parce qu'en fait, la meilleure news, téléchargement. Tu sais que je suis pas le meilleur, ouais. Le téléchargement, depuis les Lakehouse, le RLS-CLS, depuis Spark. Et qu'est-ce que j'ai loupé? Les shortcuts, exactement. Et le workspace. Transformation dans les shortcuts et le workspace identity. Pas mal, ça va. On vieillit, mais pas trop. Merci Raled pour cette première thématique. Écoute, merci à vous. On va passer du coup à la 4e partie. On va passer à toi, Romain, sur la partie Copilot Studio. Alors là, on a perdu Antoine, hein, sachez-le, il court dans tous les sens parce qu'il y a 2-3 caméras qui sont tombées, j'ai l'impression. Quand t'as renversé le micro, les caméras, elles sont mis en grève. Quoi. Exactement. Il restait qu'une caméra qui a fonctionné, là tu comblais le temps que ça remarche.